Mes parents m'ont négligé toute ma vie, sans jamais remarquer que je m'étais éloigné. Maintenant, ils exigent que je revienne pour assumer leurs responsabilités. Je suis le plus jeune de 5 enfants, et quand je dis le plus jeune, je ne parle pas d'une petite différence, il y a 7 ans d'écart entre moi et mon frère ou ma sœur le plus proche. Pour être honnête, je me suis toujours senti invisible en grandissant. Mes frères avaient tous leurs propres problèmes, et je crois que mes parents supposaient que, parce que je n'étais pas malade ou ne souffrais pas de troubles mentaux comme les autres, je n'avais pas besoin d'eux. Je ne cherche pas à me poser en victime, mais c'est la vérité. Les autres étaient constamment à l'hôpital, assistaient à des séances de traitement, etc. Pendant ce temps, j'étais juste là. On appelle ça l'enfant de verre, n'est-ce pas? Vous pouvez me voir, mais vous ne semblez pas me voir. Pour la plupart, cela me convenait. Je passais beaucoup de temps seul à jouer aux jeux vidéo, à lire et à rester dans mon coin. J'ai dû apprendre à m'occuper tout seul, car il n'y avait personne d'autre pour le faire. Ce n'était pas comme si je devais m'occuper de mes frères et sœurs ou quoi que ce soit. D'autres personnes m'ont dit qu'elles avaient dû renoncer à leur enfance pour s'occuper de leurs frères et sœurs, mais ce n'était pas mon cas. Mes parents géraient tout, donc rendons à César ce qui est à César. Mais parce que je ne causais pas de problème ou ne vivais pas en mode crise perpétuelle comme mes frères et sœurs, j'ai en quelque sorte glissé entre les mailles du filet. Je n'avais pas besoin d'aide, alors je n'en ai pas reçu. Je ne crois pas que mes parents l'aient fait exprès, c'est simplement que lorsque vous avez 4 enfants qui luttent contre des problèmes de santé, l'enfant en bonne santé devient une pensée secondaire. Ils étaient constamment préoccupés par les visites à l'hôpital, les rendez-vous médicaux et les réunions scolaires pour les autres, si bien que je suis devenu l'enfant qui ne causait pas de problème et qui, par conséquent, passait inaperçu. J'étais invisible, non pas dans des scènes tragiques de films, mais de manière plus pratique, car ils avaient simplement trop à gérer. Vers l'âge de 9 ans, j'ai rencontré 2 amies, Mia et Clara, qui étaient dans une situation essentiellement similaire à la mienne. Leur famille n'était pas formidable non plus, et nous nous sommes découvertes d'une manière tacite. Nous avons immédiatement accroché. Nous savions ce que c'était d'être négligé ou laissé de côté, et cela nous a rapprochés. Elles sont devenues plus semblables à une véritable famille pour moi que ma propre famille ne l'a jamais été. Nous étions inséparables tout au long du lycée et nous sommes restés ainsi même après l'obtention de notre diplôme. Nous sommes allés à l'université ensemble, nous avons été diplômés ensemble, puis nous avons déménagé dans un nouvel état ensemble. C'était comme si nous avions créé notre propre petite famille à partir des morceaux que nos familles réelles n'avaient pas su nous offrir. Après mon départ de la maison, mes parents et moi ne parlions pas beaucoup. Ce n'était pas surprenant étant donné la rareté de nos conversations lorsque je vivais encore chez eux. Ma mère m'envoyait occasionnellement des messages, principalement pour de petites discussions comme comment va l'école, ou que fais-tu comme travail? Notre relation était assez superficielle, mais c'était déjà une amélioration par rapport à mon adolescence. À l'époque du lycée, nous nous parlions à peine. Je n'attendais pas grand-chose d'eux et je ne leur demandais pas grand-chose non plus. Un appel de ma mère l'année dernière a mis en évidence à quel point je me sentais éloigné de mes parents. C'était quelques jours avant Thanksgiving, et elle m'a appelé à l'improviste. Nous ne nous appelions jamais, alors j'ai tout de suite su que quelque chose clochait. La dernière fois que je lui avais parlé au téléphone, c'était environ 1 an auparavant, lorsqu'elle m'avait informé de l'heure et du lieu des funérailles de ma sœur. J'ai alors réalisé à quel point nous avions peu communiqué. Elle m'appelle donc et me demande à quelle heure j'arrive pour Thanksgiving. Je suis resté là, interloqué, attends, quoi? Je n'avais aucune idée qu'ils organisaient quelque chose pour Thanksgiving. Ce n'est pas comme si nous avions une grande tradition familiale. En fait, durant toute mon enfance, je ne me souviens que de 3 occasions où ils ont tenté de célébrer Thanksgiving ou Noël. Ce n'était tout simplement pas une chose dans notre famille. Je lui ai dit que j'avais déjà des plans. J'allais faire du ski avec Mia et Clara, je ne pouvais donc pas tout laisser tomber pour venir. De plus, je vivais à 2 états de distance, et si j'avais voulu venir, j'aurais dû acheter un billet d'avion des mois à l'avance. Mais elle a agi comme si j'étais simplement difficile. Puis elle a commencé à me faire culpabiliser, disant qu'elle allait être seule parce que mon père allait passer la journée à rendre visite à mon frère à l'institution. L'institution est à 2 heures de route, donc mon père serait absent pendant la majeure partie de la journée. Je comprenais, mais elle ne m'avait prévenu que 3 jours avant. 3 jours, et j'étais censé simplement débarquer pour lui faire plaisir. Je lui ai dit que je ne pouvais pas venir, et elle s'est fâchée, disant que je ne me souciais pas de la famille ou quelque chose du genre. J'ai insisté sur le fait que j'avais déjà des projets,
et elle m'a raccroché au nez après l'appel. Je suis resté assis là un moment, me sentant à la fois coupable et irrité. Je n'avais pas eu de nouvelles d'eux depuis une éternité, et maintenant, j'étais le méchant parce que je ne rentrais pas à la maison pour Thanksgiving. J'ai relu nos anciens messages pour être sûr de ne rien avoir manqué, mais il n'y avait aucune mention de Thanksgiving ou d'une envie de me voir. Elle m'avait balancé ça à la dernière minute, comme si j'étais censé tout laisser tomber et y aller. J'ai fini par lui envoyer un message plus tard dans la soirée, lui disant que j'avais prévu un voyage au ski pour Noël et que je ne pourrais pas être là, mais que j'aimerais bien la voir, elle et papa, après le Nouvel An. Vous savez, j'essayais d'être poli. Elle n'a pas répondu. J'essayais encore de me débarrasser de cette étrange sensation quelques jours après Thanksgiving. Vous savez, quand quelque chose vous dérange sans que vous puissiez vraiment comprendre pourquoi. C'est exactement comme ça que je me sentais vis-à-vis de la tentative de ma mère de me faire culpabiliser pour ne pas être rentrée à la maison. Elle m'appelle de nulle part et me fait sentir mal de ne pas être là, alors qu'elle ne m'avait même jamais dit qu'ils célébraient Thanksgiving. C'était comme s'ils s'attendaient à ce que je lise dans leurs pensées. Bref, à ce moment-là, j'étais déjà passé à autre chose. Je me préparais pour mon voyage au ski avec Mia et Clara. Nous l'avions planifié depuis des mois et j'étais vraiment enthousiaste. Nous n'avions pas pris de vraies vacances ensemble depuis longtemps, donc nous étions excités à l'idée de simplement passer du temps ensemble et nous détendre. Puis, soudainement, j'ai reçu un message de mon père. Mon père m'envoie rarement des messages, donc j'ai supposé que ce serait important. Mais au lieu de dire quelque chose de raisonnable, il m'écrit « Si tu ne viens pas à la maison pour Noël, j'arrête de payer tes frais de scolarité. » Au début, j'ai ri. Comme quoi? J'ai obtenu mon diplôme il y a 3 ans, quel paiement? C'était tellement inattendu que j'ai dû relire le message pour être sûr de ne rien avoir manqué. Je me suis demandé s'il était confus ou s'il parlait de quelqu'un d'autre. Alors, je lui ai répondu pour l'informer que j'avais déjà été diplômé et que, s'il pensait encore payer mes frais de scolarité, il ferait bien de vérifier son compte bancaire, parce que quelqu'un était en train de l'arnaquer. J'imaginais que ça s'arrêterait là. Franchement, je pensais qu'il se sentirait idiot en réalisant que je n'étais plus à l'université. Mais non. Quelques heures plus tard, il m'envoie un autre message, cette fois pour m'accuser d'être avide et ingrat. Il a dit beaucoup de choses sur tout ce qu'ils avaient sacrifié pour moi et mes frères et sur le fait que je ne l'appréciais pas. Bon, premièrement, je ne leur ai jamais rien demandé. Deuxièmement, je n'avais aucune idée qu'ils payaient mes études, parce que ma grand-mère les avait déjà prises en charge. Elle m'avait dit très clairement qu'elle ne voulait pas que mes parents interfèrent dans mon éducation, alors elle s'était occupée de tout elle-même. Donc, évidemment, je n'avais aucune idée de ce dont mon père parlait. À ce stade, j'étais vraiment en colère. Je peux comprendre qu'ils soient stressés à cause de mes frères et sœurs, mais me faire culpabiliser pour quelque chose qu'ils n'ont même pas fait? C'est un tout autre niveau. J'ai donc répondu aussi poliment que possible, en écrivant quelque chose du genre « Je suis désolé que tu ressentes cela, mais grand-mère a payé pour mes études. Je serais ravi de discuter après les fêtes, mais j'ai déjà des projets. » J'imaginais que ça mettrait un terme à la conversation. Mais non. Mon père a choisi d'entrer en mode mélodrame total et a commencé à m'envoyer des messages sur le fait que j'avais abandonné la famille, que je leur tournais le dos et qu'il avait fini de m'aider si je ne faisais pas un effort. À ce moment-là, je regardais mon téléphone en me demandant « Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai abandonné la famille. J'habite seul depuis des années, et ils ne l'ont même pas remarqué. Et maintenant, je suis la pire personne parce que je refuse de tout laisser tomber pour revenir à Noël? » J'ai essayé d'ignorer tout ça, mais je n'arrivais pas à arrêter d'y penser. Plus j'y réfléchissais, plus j'étais irrité. C'était comme s'ils n'avaient pas parlé avec moi depuis des mois, qu'ils ne s'étaient jamais souciés de savoir comment j'allais, mais que, dès qu'ils avaient besoin de quelque chose, c'était mon devoir de tout arranger. J'étais censé être leur solution de secours, ou quelque chose du genre. J'ai appelé Mia et Clara ce soir-là. Elles étaient toutes les deux d'accord, mes parents ne faisaient que me manipuler par la culpabilité. Mia a dit qu'il voulait probablement que je rentre à Noël pour ne pas se sentir mal eux-mêmes, pas parce qu'ils voulaient vraiment me voir. Clara, comme à son habitude, n'a pas mâché ses mots et a déclaré sans détour, qu'ils aillent se faire voir, tu ne leur dois rien. J'ai décidé d'y réfléchir pendant la nuit et de me calmer avant de répondre à nouveau. Mais alors que j'étais allongé là, mon téléphone a vibré de nouveau. Cette fois, c'était mon père. Son message était bref et glacial. Si tu ne rentres pas à la maison, ne reviens plus jamais. J'ai lu ces mots et je me suis senti complètement engourdi.
Comment en étions-nous arrivés là? Comment étions-nous passés de mois sans se parler à pratiquement me renier, juste parce que je ne revenais pas pour Noël? Ça ne semblait même pas réel. J'ai regardé ce message pendant un long moment. Une partie de moi voulait riposter, dire quelque chose d'horrible. J'avais envie de leur rappeler toutes les fois où ils m'avaient ignoré, où ils m'avaient fait sentir que je n'existais pas dans cette maison. Mais je n'ai pas répondu. J'ai posé mon téléphone, je me suis retourné et j'ai essayé de dormir. Je ne voulais pas être aspiré dans un drame familial juste avant les fêtes. Je ne voulais pas gérer les tentatives de culpabilisation, les accusations ou tout ce qu'ils pouvaient encore m'envoyer. Alors, j'ai simplement laissé couler. Le lendemain matin, j'ai reçu d'autres messages. Cette fois, c'était ma mère. Elle n'a pas dit grand-chose, juste qu'ils étaient déçus de moi, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais aussi distant et qu'ils espéraient que je reconsidérerais ma décision. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire un peu. Parce que distant ne commençait même pas à décrire la situation, j'avais été distant toute ma vie, et ce n'est que maintenant qu'ils s'en rendaient compte. J'ai ignoré le message une fois de plus et me suis concentré sur la préparation du voyage au ski. Mia et Clara étaient excitées, et moi aussi. Cela ressemblait aux vacances idéales pour échapper à tout ce drame familial. Nous sommes partis le lendemain, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai complètement oublié mes parents. Je ne me sentais ni coupable ni désolé. Je me sentais simplement libre. Mais bien sûr, les choses ne pouvaient pas rester paisibles indéfiniment. Juste au moment où je pensais être passé à autre chose, j'ai reçu un autre message de ma mère, cette fois en plein milieu du trajet. Elle n'abandonnait pas. Elle a écrit que si je ne rentrais pas bientôt, il devrait commencer à prendre des décisions sur l'avenir sans moi. Des décisions que je n'aimerais pas. C'est là que quelque chose a fait tilt dans ma tête. Il prévoyait quelque chose de plus important que Noël. Peut-être que cela concernait l'un de mes frères, ou quelque chose à voir avec la maison. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, mais une chose est rapidement devenue évidente, s'ils insistaient autant, ce n'était pas pour moi. Pas vraiment. C'était pour ce qu'ils pouvaient obtenir de moi. Cette prise de conscience m'a coupé le souffle. Jusqu'ici, j'avais supposé qu'ils étaient simplement nostalgiques ou se sentaient seuls. Mais non. Tout cela n'avait jamais été à propos de moi. J'en avais fini. Après tout ce drame, après leur tentative de culpabilisation, j'ai supposé que tout allait enfin se calmer. J'ai ignoré leur message, je suis parti en vacances au ski et j'ai essayé de me rappeler que j'avais ma propre vie, mes propres objectifs, et que je ne les laisserais pas m'entraîner à nouveau dans leur monde de culpabilité et d'attente. Mais bien sûr, ce n'était pas aussi simple. J'étais rentré chez moi, essayant de retrouver ma routine, quand j'ai reçu un message de mon frère aîné, Jake. Je n'avais pas parlé à Jake depuis des mois. Peut-être même plus longtemps. Jake était le seul frère avec qui, en grandissant, j'avais pensé pouvoir me comprendre. Il n'était pas aussi malade que mes autres frères, alors j'avais toujours supposé que nous pourrions avoir un lien plus fort. Mais il était toujours trop occupé par sa propre vie. Bref, peu importe. Voir son nom apparaître sur mon téléphone m'a surpris. Son message était simple. Hey, il faut qu'on parle. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait, mais je n'étais pas d'humeur pour un nouveau drame familial. J'ai répondu, à propos de quoi? Quelques minutes plus tard, il m'appelle. J'ai hésité à décrocher, mais la curiosité a pris le dessus. Alors, je réponds. Avant même que je puisse dire salut, Jake se lance directement. Maman et papa ont parlé de te faire le tuteur légal de l'un des garçons quand ils ne seront plus là. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Mon cœur battait à tout rompre. Je suis resté figé, sous le choc, pendant quelques secondes. C'était une blague? Après toutes ces années où ils avaient à peine été présents dans ma vie, ils allaient maintenant m'imposer cette responsabilité? De quoi tu parles, au juste? J'ai fini par demander. J'ai qu'à soupirer, comme si c'était moi qui exagérais. Tu sais comment sont maman et papa. Ils ont déjà tellement à gérer avec les autres garçons, et ils ne seront pas là éternellement. Ils ont besoin de savoir que quelqu'un prendra la relève et s'occupera des choses quand ils ne seront plus là. Je pouvais sentir mon sang bouillir. Et ils pensent que ce quelqu'un, c'est moi. Après tout ce qu'ils avaient fait? Après toutes leurs tentatives de culpabilisation et d'indifférence? Ils supposaient juste que j'allais tout laisser tomber et reprendre leur foutoir? Jake ne semblait pas comprendre pourquoi j'étais aussi furieux. Écoute,
je sais que c'est énorme, mais tu es le seul qui soit vraiment stable. Nous, on a nos propres problèmes. J'ai failli éclater de rire. Ouais, peut-être que vous auriez dû y réfléchir avant. Je ne savais même pas que c'était une possibilité. Ils ne m'avaient jamais parlé de ça. Ils allaient te le dire, a fini par lâcher Jake. Mais j'ai pensé que tu devrais être au courant avant qu'ils ne te le balancent en pleine figure. J'étais furieux. Ce n'était plus seulement une question de Noël ou de Thanksgiving. C'était bien plus grand. Ils préparaient quelque chose de long terme, et ils n'avaient pas jugé utile de me contacter avant maintenant. Avant que ça les arrange. Ils ne m'avaient pas parlé depuis des années, et maintenant, ils s'attendaient à ce que je prenne la responsabilité? Non. Juste non. Donc quoi, ils ont discuté de tout ça dans mon dos. J'ai demandé, essayant toujours d'assimiler la situation. Ils ont juste décidé que ce serait moi, sans même me demander. Ouais, en gros. J'ai qu'à confirmer, comme si c'était normal. Ils préparent ça depuis un moment. Je suis resté silencieux une minute, fixant le mur, essayant de digérer tout ça. Une part de moi voulait hurler sur Jake, mais je savais que ce n'était pas de sa faute. Il n'était que le messager. Mais ça ne changeait rien au fait que mes parents étaient prêts à me piéger complètement. Ils ne me demandaient pas un simple service. Ils me demandaient de consacrer le reste de ma vie à réparer leurs erreurs. J'avais fini d'être invisible. Mais je ne serais pas leur plan de secours non plus. Alors je suis censé faire quoi? J'ai demandé, plus découragé qu'en colère. Juste abandonner toute ma vie et revenir à la maison. Laisser tomber tout ce que j'ai construit. Jake n'a pas eu de réponse. Il a essayé de me parler des difficultés de nos parents, de la pression qu'ils subissaient pour s'occuper de mon frère. Mais je m'en foutais, j'avais passé toute ma vie à être relégué sur la touche parce que je ne posais pas de problème. Maintenant, il voulait m'utiliser, car j'étais le seul à avoir une vie en ordre. C'était injuste. Je ne le ferai pas, ai-je répondu, l'interrompant en plein milieu de sa phrase. Je ne vais pas être leur solution de secours. Ils ne se sont pas souciés de moi pendant les 25 dernières années, et ils n'ont certainement pas le droit de me rendre responsable de tout le monde maintenant. Jake est resté silencieux un moment, puis a dit, je comprends, vraiment. Mais tu fais toujours partie de la famille. Le mot « famille » me donnait envie de crier. Oui, j'étais membre de la famille, mais seulement quand cela leur convenait, seulement quand ils en avaient besoin. Quand j'étais plus jeune, ils ne se souciaient pas de savoir si j'allais bien ou si j'avais besoin d'aide. Mais maintenant qu'ils craignaient ce que l'avenir leur réservait, j'étais exactement ce dont ils avaient besoin. Dis-leur que je ne suis pas intéressé, ai-je répondu. Et ne t'avise pas de m'appeler à ce sujet à nouveau. J'ai raccroché avant que Jake ne puisse répondre. Pendant longtemps, je suis resté là, fixant le téléphone, essayant de me détendre. J'avais l'impression que toute ma vie m'avait mené à ce moment précis. Ce moment où, enfin, j'avais atteint ma limite. Assez des tentatives de culpabilisation. Assez des messages trompeurs. Assez d'être ignoré, puis utilisé. Je ne serai plus leur filet de sécurité. Jake et mes parents ne m'ont pas contacté pendant plusieurs jours. C'était presque comme s'ils attendaient que je me réveille, que je change d'avis, que je devienne la bonne fille qu'ils avaient soudainement décidé que je devais être. Mais je n'allais pas bouger. Je n'allais pas porter leurs problèmes sur mes épaules sous prétexte que j'étais la dernière encore debout. Puis, une lettre est arrivée par la poste. Elle venait de ma mère. Elle ne m'avait même pas appelé. Elle avait simplement envoyé une lettre, comme si nous vivions encore au XIXe siècle. La lettre était longue et décousue. Remplie des mêmes absurdités culpabilisantes que j'avais déjà entendues 1000 fois. Elle parlait de tout ce qu'ils avaient sacrifié, de combien ils avaient besoin de moi, de la difficulté de leur situation, et du fait qu'ils ne savaient pas quoi faire si je refusais d'aider. Mais la dernière partie m'a vraiment irrité. Ma mère a écrit. Nous ne te demandons pas grand-chose, Olivia. Nous avons juste besoin de savoir que, quand nous ne serons plus là, quelqu'un prendra soin de la famille. Et là, j'ai compris. C'était ça depuis le début. Ils ne se souciaient pas de moi. Ils voulaient juste s'assurer que quelqu'un rangerait leur chaos une fois qu'ils ne seraient plus là. Ils ne voulaient pas que je revienne parce qu'ils m'aimaient ou me manquaient. Ils me voulaient parce que c'était pratique. Parce que j'étais la seule qui n'avait pas encore sombré. J'ai froissé la lettre et je l'ai jetée à la poubelle. J'en avais fini. Mise à jour 1. Après avoir reçu cette lettre de ma mère,
j'ai cru que j'avais atteint ma limite. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient encore me balancer que je n'avais pas déjà vu? J'étais déjà épuisé par leurs tentatives de culpabilisation, leur manipulation et leur façon de vouloir me tenir pour responsable de leur chaos. Mais bien sûr, je me trompais. Ce n'était pas fini. Pas même près de l'être. 1 ou 2 semaines après avoir jeté la lettre, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, c'était un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose en moi était intrigué. Peut-être que c'était encore Jake, ou l'un de mes parents qui essayait avec un numéro différent, après que j'ai ignoré les leurs. Quoi qu'il en soit, j'ai décroché. Et Olivia, c'est Sarah. Sarah. L'une de mes sœurs. Nous n'avons jamais été proches. Elle était toujours occupée avec ses propres problèmes hôpitaux, thérapeutes, tout ça. J'avais de la peine pour elle en grandissant, mais je ne la connaissais pas vraiment. Nous étions pratiquement des étrangères, vivant sous le même toit. Donc, recevoir un appel d'elle, après tout ça, c'était étrange. Hey. J'ai répondu, incertaine de là où elle voulait en venir. Écoute, dit-elle. Je sais que ça a été compliqué entre toi, maman et papa, mais, j'ai vraiment besoin que tu écoutes ce que je vais te dire. Je pouvais déjà sentir mon estomac se nouer. J'ai pensé. Et voilà. Encore plus de culpabilisation. Encore une tentative de me ramener dans leur merde. C'est quoi? J'ai demandé, essayant de paraître impartial, tout en me préparant à ce qui allait arriver. Elle a pris une grande inspiration et a dit. Ils ne vont pas bien. Vraiment pas bien. La santé de papa se dégrade rapidement, et il panique parce que personne ne prend le relais avec les garçons. Ils ont peur, Olivia. Ils ne savent pas quoi faire. Je n'ai rien dit pendant un moment. Ce n'est pas que je ne me souciais pas. Je ne voulais voir personne souffrir, même pas mes parents. Mais après tout ça? Après des années à ne pas se soucier de moi? Je ne pouvais pas simplement débarquer et arranger les choses pour eux. Je n'étais pas leur pansement. Je suis désolé d'apprendre ça, ai-je dit avec précaution. Mais je ne peux pas tout abandonner. J'ai une vie aussi. Sarah a soupiré, visiblement frustrée. Je comprends, a-t-elle dit. Mais tu es la seule qui est en position d'aider. Jake tient à peine le coup, et tu sais ce qu'il en est pour moi et les autres. Il n'y a personne d'autre, Olivia. Ah, donc maintenant, ils sont désespérés? J'ai riposté, sentant ma colère monter à nouveau. Ils ont laissé cette situation dégénérer, en pensant que ça allait juste disparaître. Et maintenant, sous prétexte que moi j'ai réussi à sortir de là et à me construire une vie, c'est à moi de gérer? C'est pas juste, Sarah. Je sais que ce n'est pas juste, a-t-elle répondu lentement. Mais on en est là. Ils ont besoin d'aide. Et voilà. Encore la même histoire. Encore la même culpabilisation. Peu importe ce que je faisais ou combien je m'éloignais, ils trouvaient toujours un moyen de me ramener dans leur drame. Je pouvais sentir la tension grandir en moi. La colère et l'amertume que j'avais gardées pendant des années étaient sur le point d'exploser. Je ne vais pas le faire. Ma voix était plus dure que prévu. Je ne vais pas être celle qui répare leur merde. Ils ne se sont jamais souciés de moi quand j'étais gamine, et ils n'ont certainement pas le droit de venir me voir maintenant, juste parce que ça les arrange, j'ai ma propre vie. Ils doivent trouver une solution eux-mêmes. Quand Sarah a repris la parole, j'ai entendu qu'elle était blessée. Je comprends, Olivia. Vraiment. Mais ce n'est pas à propos de toi ou de moi. C'est à propos de la famille. C'est à propos de ce qui va arriver aux garçons quand ils ne seront plus là. Si on ne fait rien, qui le fera? Ces mots m'ont frappé. Pas parce que je me sentais soudainement responsable, mais parce qu'ils m'ont rappelé à quel point nous étions tous prisonniers de cette situation. Mes parents m'avaient négligé pendant des années, me mettant sur la touche, et maintenant, ils essayaient de m'utiliser comme une porte de sortie. Et mes frères et sœurs, alors? Ils étaient coincés au milieu de tout ça, comme moi. Sauf qu'eux n'avaient pas la force de se défendre. Je suis désolé. Ma voix était plus douce cette fois. Mais je ne peux pas. Je ne veux pas. Un long silence s'est installé. Je pouvais sentir sa déception à travers le téléphone. Mais je ne céderai pas. Pas cette fois. Je ne pouvais pas. D'accord. Sa voix était vide. Je vais leur dire. Puis elle a raccroché, avant que je ne puisse ajouter quoi que ce soit.
Je suis resté assise là un long moment, fixant mon téléphone. Me sentant à la fois soulagé et coupable. Je savais parfaitement que je ne devais rien à mes parents. Mais ça faisait quand même mal. Ça piquait, de savoir que ma famille s'effondrait et que je ne pouvais rien y faire. Ou peut-être que... Peut-être que je n'étais pas si impuissante que ça, je n'étais plus disposée à me sacrifier pour eux. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une autre lettre de ma mère. Cette fois, c'était encore pire. Elle n'a même pas pris la peine d'ajouter des salutations. Elle est allée directement aux accusations. Elle a écrit à quel point elle était déçue de moi, comment j'avais trahi la famille, comment elle ne pouvait pas croire que je les abandonnerais dans leur moment de besoin. Elle a ajouté tout un tas de choses sur les sacrifices qu'elle et mon père avaient faits pour nous, sur leur souffrance, et sur le fait qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait pour mériter une fille aussi égoïste. C'était brutal. Et, pendant un instant, ça a marché. J'ai ressenti cette vieille piqûre de honte. Cette culpabilité qui m'avait suivi toute mon enfance. Mais ensuite, je me suis rappelé de toutes ces années où j'avais été invisible. De toutes ces fois où ils m'avaient oublié. De toutes ces fois où j'avais eu besoin d'eux, mais où ils n'étaient pas là. Et j'ai compris que ce n'était pas une question d'aide. C'était une question de contrôle. Ils essayaient encore une fois de m'aspirer dans leur toile, de me faire croire que je leur devais quelque chose. Mais je ne leur devais rien. Plus jamais. J'ai froissé la lettre et je l'ai jetée à la poubelle, comme la précédente. J'en avais fini. Je ne serais plus leur pion. Je ne les laisserai plus m'influencer. J'avais ma propre vie maintenant. Et je ne les laisserai pas me la reprendre. Le lendemain, j'ai bloqué leur numéro. J'ai aussi bloqué Jack, juste par précaution. Ce n'était pas une décision facile, mais c'était la seule qui semblait juste. Je ne pouvais plus les laisser me faire sombrer et me faire sentir responsable de leurs problèmes. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, ils allaient devoir vivre avec. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti libre. Mise à jour 2. Bloquer leur numéro m'a apporté un soulagement immédiat. C'était comme si un poids énorme avait été retiré de mes épaules. Pour la première fois, j'avais le contrôle de la situation. Je n'attendais plus un message rempli de culpabilisation de ma mère. Je n'appréhendais plus un appel surprise de Jack. C'était silencieux. Paisible. Mais bien sûr, ça n'a pas duré. 2 semaines après avoir tout bloqué, j'ai entendu frapper à ma porte. Je n'attendais personne. Honnêtement, j'ai pensé que c'était une livraison ou quelque chose du genre. Mais en ouvrant la porte, elle était là. Ma mère. Debout sur mon perron, comme si elle avait tous les droits d'être là. Je ne sais pas comment elle m'a retrouvé. Je ne me cachais pas, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle débarque directement devant mon appartement. Elle avait l'air différente. Peut-être à cause du temps. Peut-être à cause du stress. Quoi qu'il en soit, je pouvais voir qu'elle avait passé un sale moment. Mais je ne ressentais plus de pitié pour elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» j'ai demandé, essayant de garder ma voix aussi calme que possible. Elle n'a pas répondu immédiatement. Elle me regardait fixement, comme si elle ne me reconnaissait pas. Puis, finalement, elle a parlé. « Il faut qu'on parle, Olivia. » J'ai expiré lentement. Non. On n'a rien à se dire. J'ai tout dit. J'ai pris ma décision. Elle a avancé d'un pas, comme si elle allait entrer. Mais je suis resté dans l'embrasure de la porte et je l'ai bloquée, je n'allais pas la laisser entrer. Je n'allais pas transformer ça en une autre tentative de culpabilisation. S'il te plaît, écoute-moi. Sa voix s'est adoucie. Ton père va de plus en plus mal. Il fait des allers-retours à l'hôpital, et on ne sait pas combien de temps il lui reste. Et voilà. La carte qu'elle espérait jouer. Là, ton père est en train de mourir carte. Elle ne l'a pas dit clairement, mais je savais exactement où elle voulait en venir. Et je ne suis pas sans cœur. Je ne voulais pas que mon père souffre. Mais après tout ce qu'il m'avait fait subir, je ne pouvais pas simplement tout abandonner et accourir à leur côté. Je suis désolé. J'ai murmuré, essayant de garder ma voix stable. Mais ce n'est pas mon problème. Toi et papa avez eu des années pour gérer cette situation. Vous ne pouvez pas juste débarquer maintenant et attendre de moi que je répare tout. Elle m'a regardé comme si je venais de la frapper. Je ne te demande pas de réparer quoi que ce soit. J'ai juste besoin que tu sois là pour la famille.
La famille? J'ai presque ri. Quelle famille? Celle qui m'a ignoré pendant 25 ans? Celle qui ne me parle que quand elle a besoin de quelque chose? Ce n'est pas une famille, maman. C'est de la manipulation. Ses yeux se sont agrandis. J'ai cru un instant qu'elle allait me contredire. Mais à la place, elle s'est mise à pleurer. Là. Sur le pas de ma porte. Des sanglots brusques, incontrôlables. Et moi, je ne savais pas quoi faire, je n'allais pas l'accueillir à l'intérieur, mais je ne pouvais pas non plus rester là à la regarder pleurer. Écoute, chuchotai-je doucement, je comprends parfaitement à quel point c'est difficile pour toi, mais je ne suis pas ton plan de secours. Je ne suis pas la personne qui va intervenir et arranger les choses. Vous avez pris vos décisions et maintenant vous devez vivre avec. Elle essuya ses yeux et me regarda, et je pus voir la rage remplacer la tristesse. Nous avons fait de notre mieux, Olivia. Tu ne comprends pas ce que c'était que d'élever tous vos enfants et de gérer tout ça. Nous n'avions pas le temps pour toi, car nous étions concentrés sur le fait de garder tout le monde en vie. Voilà, c'était l'excuse que j'avais entendue des millions de fois auparavant. Et ce n'est pas ma faute, ajoutai-je, ma voix plus ferme. Vous avez choisi d'avoir 5 enfants. Vous avez choisi de vous concentrer sur tout le monde et de me laisser derrière. C'était votre décision, pas la mienne, et maintenant vous me faites culpabiliser à ce sujet. Je ne le ferai pas, maman, je ne le ferai pas. Elle est restée là longtemps, sans rien dire. Elle me fixait, comme si elle ne me reconnaissait plus. Et peut-être que c'était vrai. Peut-être que dans son esprit, j'étais toujours cette petite fille insignifiante, celle qu'elle pouvait ignorer parce qu'elle ne causait pas de problème. Mais je n'étais plus cet enfant. J'en avais fini avec l'invisibilité. Finalement, elle a parlé. C'est tout? Tu vas simplement nous ignorer? J'ai secoué la tête. Non. C'est vous qui avez tourné le dos à moi il y a longtemps. Moi, je fais juste enfin mon propre chemin. Elle n'a rien répondu. Elle s'est juste retournée et est partie, retournant vers sa voiture. Je l'ai regardée partir, ressentant un mélange étrange d'émotions. Une partie de moi était triste. Mais la plus grande partie de moi se sentait libérée. Comme si j'avais enfin lâché quelque chose que j'avais porté pendant des années. Quelque chose que j'aurais dû laisser partir depuis bien longtemps. Après son départ, je suis retourné à l'intérieur et je me suis assise, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Je n'étais plus en colère. Je n'étais même plus blessé. J'étais juste fini. Fini avec la culpabilité. Fini avec la manipulation. Fini avec ce sentiment constant de ne jamais être assez. Je ne serai plus leur plan de secours. Je ne serai plus leur dernier recours. J'avais ma propre vie à vivre. Et je ne les laisserai plus jamais me tirer vers le bas. Les semaines suivantes ont été calmes. Perdre un parent avec qui les relations étaient distantes ou conflictuelles peut engendrer des émotions complexes. Il est courant de ressentir un mélange de soulagement, de tristesse, de colère ou même d'indifférence. Ces réactions sont normales et font partie du processus de deuil. Le deuil est un cheminement personnel qui comporte généralement plusieurs étapes, le déni, la colère, la négociation, la dépression et l'acceptation. Ces phases ne sont pas nécessairement linéaires et peuvent varier d'une personne à l'autre. Il est essentiel de reconnaître et d'accepter vos sentiments, quels qu'ils soient, sans jugement. Dans des situations où les liens étaient rompus, le décès peut raviver des sentiments de regret ou de culpabilité liés à des conflits non résolus. Selon la psychothérapeute Ondine Kayat, il est important de comprendre que ces émotions font partie intégrante du deuil et qu'il est possible de les surmonter en travaillant sur soi-même. mafamillezen.com. Pour traverser cette période, il est recommandé de vous entourer de personnes de confiance, qu'il s'agisse de proches, d'amis ou de professionnels. Partager vos ressentis peut aider à alléger le poids émotionnel. Des ressources telles que des groupes de soutien ou des thérapeutes spécialisés peuvent également offrir un espace d'expression et de compréhension. N'oubliez pas que chaque deuil est unique. Accordez-vous le temps nécessaire pour apprivoiser cette perte et soyez bienveillant envers vous-même tout au long de ce processus. J'ai envisagé de répondre, j'ai envisagé d'appeler Jake pour lui demander comment il allait et peut-être même lui présenter mes condoléances, mais ensuite j'ai réalisé que ce n'était qu'une autre étape dans le même cycle, une autre occasion pour eux de me ramener, et je n'allais pas tomber dans le piège cette fois. J'ai fermé l'email sans répondre et j'ai continué ma journée. Je ne faisais plus partie de leur monde et j'étais enfin à l'aise avec ça. Merci d'avoir regardé. Si vous ne vous êtes pas encore abonné,
veuillez le faire et appuyez sur la cloche de notification pour rester informé des histoires réelles choquantes qui se déroulent autour de vous.